Bonjour, Marité Harton. Je représente l'entreprise de Harton, courtier de vos ambitions, et je suis fière de présenter l'émission La Bosse des affaires. Que vous soyez déjà entrepreneur ou que vous aspiriez à le devenir, joignez-vous à nous. Vous ne voudrez pas rater cette nouvelle émission. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les vraies réalités des entrepreneurs, les vraies questions qui ne sont jamais abordées et que vous n'avez jamais osé parler. Nous allons aborder non seulement l'entrepreneur, mais l'humain. Bonjour et bienvenue à La Bosse des affaires. On reçoit aujourd'hui 8 entrepreneurs, hommes et femmes, qui se sont lancés en affaires à des moments de leur vie et qui viennent discuter avec nous de la réalité des affaires en 2018. C'est quoi être entrepreneur en 2018? Donc, tous ces gens-là sont ici à l'heure actuelle pour discuter de l'entrepreneuriat, de ce que c'est de se lancer en affaires. Le réseau M de la Fondation d'entrepreneurship du Québec publie à chaque année depuis 2009 un indice entrepreneurial du Québec. Cet indice, au fond, c'est une mesure statistique de l'intention d'entreprendre au Québec. Si vous êtes une jeune femme qui reste en région, particulièrement en Abitibi-Témiscamingue et au Saguenay-Lac-Saint-Jean, et que vous venez d'une famille qui est en affaires, l'indice entrepreneurial va probablement vous placer au top. Parce que c'est justement les jeunes femmes en région qui viennent du milieu des affaires qui sont les plus susceptibles de se lancer en affaires. Évidemment, se lancer en affaires, ça le dit, c'est se lancer dans le vide. Entre l'intention et de passer de la parole aux actes, il y a loin de la coupe aux lèvres. On va justement essayer de savoir qu'est-ce qui fait en sorte qu'on se lance en affaires en 2018. Lucie Asselin, ça a été quoi l'élément déclencheur qui a fait en sorte que vous vous lanciez en affaires? Bonjour, mon nom est Lucie Asselin de l'agence Lavia. Je suis conseillère en hébergement pour les aînés. Donc, j'aide les gens à relocaliser dans les bonnes résidences selon vos besoins et selon votre revenu. Mon service est gratuit. Je suis rémunérée par le service des résidences. Donc, pour me rejoindre, je vous invite à consulter mon site web, le www.agencelavia.ca ou par mon numéro de téléphone 418-922-1775. Au plaisir de vous aider. L'autonomie, d'aller chercher complètement l'autonomie. J'étais une femme dans mon travail antérieur. J'étais très accomplie, très autonome déjà en partant. Puis je pense le fait d'avoir un boss supérieur, j'avais pas une belle capacité de recevoir des ordres. Alors, avec les années, au fil des années, je me suis dit, je pense que je suis faite pour être toute seule finalement, puis de travailler. J'avais la confiance en moi suffisante pour me lancer. Puis la connaissance aussi, au fil des ans, j'ai accumulé beaucoup de connaissances. Donc, c'est ça. C'est le fait de pouvoir enfin être libre puis de voler mes propres ailes. C'est vraiment ça. Céline, est-ce que le sentiment de réalisation personnelle, c'était aussi ce qui faisait en sorte qu'on veuille se lancer en affaires? Bonjour, Céline Lavoie, présidente de l'agence de rencontres A2 C'est mieux pour les élites du célibat depuis 2010 à Québec. Alors, ce qui nous démarque à l'agence A2 C'est mieux, c'est que tout est vrai, tout est sérieux et vous ne perdez pas de temps, pas d'argent inutile et vous trouvez enfin la personne idéale pour combler votre vie. Pour plus de détails, vous pouvez consulter notre site web au www.a2cmieux.com. Où il y a eu une occasion d'affaires? En fait, c'était pour 2 raisons. J'avais besoin d'un nouveau défi parce que je travaillais pour une multinationale, puis je trouvais qu'on était rendu plus des numéros, puis je trouvais qu'on était moins respecté, puis ça allait pas avec mes valeurs. Et comme j'étais célibataire depuis 2 ans et demi, et ma fille aussi à ce moment-là, puis la Saguenayenne en moi faisait que je voulais quelque chose de spécial. Donc, j'ai eu la brillante idée de partir une agence de rencontre en me disant hey, je vais le trouver moi-même, puis je vais le choisir, tout ça. Fait que ça a été vraiment l'élément déclencheur de mon choix de défi. Louis, ça a été il y a quand même quelques années que vous êtes lancé en affaires. Bonjour, mon nom est Louis Caillouette de la compagnie Réseau de Vinci, une firme d'experts en bâtiment. Je suis vice-président associé. Réseau de Vinci est spécialisé en analyse de qualité de l'air. On fait de la thermographie infrarouge, on fait de l'infiltration d'air, donc on valide les infiltrations qu'il peut y avoir. S'il y a de l'air qui rentre, il y a de l'argent qui sort de votre résidence. On s'occupe pour le marché résidentiel, commercial, comme je disais, investigation en qualité de l'air. On est recommandé CAA. Donc, pour plus d'informations, allez sur notre site internet réseaudevinci.com.
Oui, mais tout début, à mon jeune âge, on peut dire, une trentaine d'années environ, là, une opportunité. Une Donc, opportunité oui, je d'affaires. travaillais, oui, j'avais un boss, mais toujours, j'étais pas content, fait ça. Donc, j'ai vu une opportunité avec 2 autres personnes, puis go. C'est sûr que dans le temps, pas d'enfants, pas de maison, responsabilité complètement différente. Donc, c'est plus facile de se lancer dans le vide, si on peut dire. Sauf que l'expérience, moi, je suis un gars de projet, j'aime ça monter des choses. Donc, je m'accomplissais là-dedans, mais c'est sûr que ça n'a pas fonctionné à 100%, mais je m'en fais encore parler. Mais j'ai monté un réseau. Je me suis monté mon réseau de contacts qui a commencé là. Puis j'ai encore des contacts avec ces gens-là. Fait que ça m'a fait cheminer, évidemment. Il ne faut pas avoir de regrets de je le fais-tu, je le fais-tu pas. J'aurais dû vivre d'un regret. Là. Puis c'est toujours le petit adage de J'aurais mais donc si dû. ça marche. Mais si ça marche pas, mais si ça marche. Moi, je suis plus de ce côté-là. On fait attention quand même, là. Mais mais si ça marche, on va l'essayer. C'est plus ma philosophie. Marité? Bonjour, Marité Arton. Alors moi, je suis une femme d'affaires de 20 ans d'expérience et je peux vous dire que c'était long avant de trouver ma voie, alors rassurez-vous. Aujourd'hui, je peux me qualifier comme une femme d'affaires qui est une femme d'affaires en série. J'aime faire des affaires ou faire des projets. Alors, mes passions ont guidé mes choix d'entreprise. J'ai fondé un cabinet en immobilier. Je me spécialise en financement. J'ai fondé une entreprise comme entrepreneur général, une entreprise également pour offrir les services aux entrepreneurs. Donc, l'entreprise se nomme Arton, courtier de vos ambitions. Et récemment, j'ai fondé une école pour les familles en affaires qui veulent cadrer leurs jeunes dans leur développement. Pour me rejoindre, MT Arton en commercial arton.ca. Moi, si je regarde loin derrière, moi, je suis d'une famille en affaires de la 2e génération. C'est sûr que j'avais le profil, comment faire, là, je ne rentrais pas dans la boîte. C'est sûr que avoir un patron, ça a commencé à me tanner. Là, puis j'avais l'impression que je donnais plus que mon rendement. Puis, bon, c'était égal mon salaire que les autres qui faisaient plus ou moins les choses correctement. Fait que ça a cheminé. Mais comme j'avais en vieillissant, après ça, j'ai eu des enfants, j'ai stabilisé la famille, puis je me suis dit, un jour, je vais être en affaires, c'est sûr. Par contre, j'ai été longue. Moi, c'était vraiment long avant de trouver c'était quoi ma voie. On dirait que j'aimais à peu près tout. J'avais du talent dans les sports, dans la musique. C'était pas facile de dire, je vais choisir une profession, je vais partir en affaires là-dedans. Il fallait qu'il y ait un feu là-dedans. Il fallait que ça soit évident, que ça soit essentiel. Le sentiment de se réaliser. Il fallait que je me réalise. Puis de toute façon, je ne rentrais pas dans la boîte. À chaque fois qu'on me demandait de faire quelque chose que je ne comprenais pas, que c'était pas logique, là, je refusais de le faire. Fait qu'évidemment, je me disais, toujours bien faire ça à ma façon, là. On va voir si c'est bon. Puis bon, on verra ce qu'on verra. Finalement, à un moment donné, j'ai quand même cheminé une vingtaine d'années dans les institutions financières. J'ai acquis la capacité de me présenter. Tu sais, il y avait une belle école là, qui m'a justement formée. Puis un jour, c'était le temps. Mais avant que j'aie trouvé ma passion, là, ça vivotait mon affaire. Puis un jour, j'ai découvert que moi, j'avais la passion de l'argent. Regarde-moi la face. C'est important, c'est important en affaires. Et moi, je me disais, je veux faire de l'argent, ça se peut pas. Mais ça me je voyais mon père, ma mère, même si on était en affaires, ils tiraient le gars par la queue. Ça, c'était plate, là. Fait que je me suis dit, moi, je veux faire de l'argent. J'aimais l'immobilier. Puis je dis, OK, c'est pas pire, j'ai 2 indices. Je peux-tu me baser là-dessus pour commencer? Fait que finalement, je suis comme, en fait, c'était là où j'ai centré mon énergie. Puis, dans le fond, faire des sous, faire de l'argent, puis me servir de l'immobilier, ça m'a amené à ouvrir mon propre cabinet. Encore une fois, je ne veux pas avoir un cabinet comme les autres. J'étais entrepreneur, puis quand les gens ils me parlaient de leur petits projets, j'étais contente parce que je savais comment les aider. Mais finalement, moi, je voulais en faire des projets. Là. Je veux avoir des entrepreneurs, comme ça, je vais me développer. Je suis entrepreneur, puis je vais être un atout, je vais être une valeur ajoutée. Fait que finalement, ça a commencé comme ça pour que je réalise qu'avec le temps, moi, j'aimais ça faire des projets.
Puis j'aimais ça voir les autres l'en faire puis réaliser. Donc, j'ai dit, bon, je suis un entrepreneur en série. Veux-tu en faire des affaires? Suzanne Dedans, vous avez écrit un livre sur la crypto-monnaie. Faire de l'argent, est-ce que c'est une raison suffisante de se lancer en affaires ou il faut qu'il y ait autre chose? Vous connaissez la crypto-monnaie? Le Bitcoin, le Dashcoin, le Litecoin, le Monero, ce sont toutes des crypto-monnaies. Vous n'avez probablement entendu parler autour de vous et dans les médias, mais vous ne savez pas trop quoi faire avec ça. Alors, la première chose à faire, c'est de bien vous renseigner avec mon livre. Vous avez toute l'information sur la crypto-monnaie et la technologie qui l'entoure. Ensuite, si vous décidez de faire le grand pas et de vous procurer de la crypto-monnaie, vous me contactez et je vous aide dans le processus d'ouverture de compte et pourquoi pas un peu de courtage. Alors contactez-moi, ça me fera plaisir de vous aider. SuzanneBédard.ca. C'est parce que ça prend aussi un vouloir de liberté. Je pense que tous les entrepreneurs, là, au départ, c'est qu'ils veulent avoir une liberté de mouvement, une liberté d'action. Fait que c'est surtout ça qui m'a amené à être entrepreneur. Le livre, c'est tout récent quand même, là, seulement au mois d'août que le livre est sorti. Mais ça fait près de 20 ans que je suis en affaires. Puis je vous dirais qu'au départ, c'était un petit peu par paresse, même si quand on est entrepreneur, il ne faut pas être paresseux. Par paresse? Oui, bien quand ma petite dernière est partie pour l'école, je suis restée à la maison pendant 17 ans avec les 4 enfants. Puis quand la petite dernière est partie pour l'école, je voulais retourner sur le marché du travail, mais il aurait fallu que je retourne à l'école, me recycler. J'ai jamais aimé l'école. Fait que je me suis partie en affaires. L'école de la vie. Exactement. Fait que c'est comme ça que je me suis partie en affaires avec tout d'abord une entreprise en distribution. J'ai cheminé un peu à travers la restauration. Et fin 2015, que là, je me suis vraiment intéressée au domaine de la crypto-monnaie. Et là, c'est devenu une passion pour moi. Marc Lacroix, un médecin, se lance en affaires de façon naturelle ou de façon... On est attiré ou on est poussé vers les affaires? Bonjour, mon nom est Marc Lacroix. Je suis médecin de famille, propriétaire de la clinique médicale Lacroix dans la région de Québec. C'est une entreprise qui existe depuis 2009. On a maintenant 6 succursales, 5 dans la région de Québec, 1 dans la région de Montréal. On se spécialise dans les soins de santé de première ligne et aussi les soins de santé de médecine spécialisés, donc dermatologie, de plus en plus la chirurgie. Nous avons aussi une clinique d'apnée du sommeil, une halothérapie. Maintenant aussi une clinique d'allergie. Chez nous, c'est beaucoup de la petite famille, des professionnels, des gens qui travaillent, qui n'ont pas de temps à aller passer des heures et des heures dans le réseau de la santé publique. Donc, ils veulent avoir l'accès à leur médecin rapidement. Donc, chez nous, c'est des soins qui sont accessibles à l'intérieur de 24-48 heures. Les gens apprécient la qualité, la proximité des services et aussi la médecine préventive qui, malheureusement, au niveau du réseau public, est souvent laissée un peu pour compte. Chez nous, l'aspect prévention vraiment est au cœur de notre mission. Donc, l'entreprise peut nous contacter via notre site web, donc cliniquemedicallacroix.com ou via le numéro 1-855-841-1911, 841-1911. Moi, je viens d'une famille de gens d'affaires, donc j'ai été élevé dans une famille où on brassait des affaires, que ce soit dans l'immobilier, dans le domaine de l'automobile. J'ai baigné très tôt dans le monde des affaires et j'ai fini par faire des études en médecine, malgré le fait que j'étais pas un passionné des études. Même au secondaire, j'étais un peu tanné d'étudier. Finalement, j'ai fait un doctorat. Alors, j'ai fini. Persévérance. J'ai fait mes études ici à Québec, à l'Université Laval. J'ai fini ma médecine en 2000. J'ai parcouru le Québec pendant une dizaine d'années. Je travaillais, moi, la liberté de je n'étais pas entrepreneur, mais en étant médecin urgentologue, je travaillais dans les urgences un peu partout. Je faisais mes horaires, je n'avais pas de boss. C'était moi le boss d'urgence. Donc, pour moi, de travailler dans le monde hospitalier, il y avait un côté de liberté que j'appréciais énormément. Je me promenais aux 4 coins de la province. J'allais travailler à Coudjouac, dans le Grand Nord. J'ai travaillé aussi dans Gaspésie, sur la Côte-Nord. J'ai fait une quarantaine de milieux au Québec. Donc, j'avais cette liberté-là. Mais à un moment donné, j'approchais la quarantaine. J'étais un gars de Québec. Puis là, je regardais un petit peu pour m'installer dans une pratique un peu plus de jour, de semaine, parce que moi, mes horaires, c'était la fin de semaine, la nuit, tout le temps. Donc, je regardais un peu la possibilité, le genre de pratique que je pouvais avoir dans le public, puis moi, ça me convenait pas. Des pratiques où on voit 40, 45, 50 patients dans une journée de bureau, où on n'a pas le temps d'aller de dîner, on n'a pas le temps de souffler.
qu'on n'a pas le temps de bien prendre en charge la globalité de la santé d'un patient. Pour moi, ça ne m'intéressait pas ce genre de modèle de pratique-là. Donc, j'en suis venu un peu à la conclusion qu'il fallait que j'invente mon propre modèle de pratique qui s'est beaucoup basé sur mon style de médecine que je pratiquais en région, parce que dans certaines régions, comme la Gaspésie, où je pouvais avoir 15-20 patients dans une journée, j'avais beaucoup de temps avec mes patients, je prenais un petit café, on faisait du social ensemble. J'appréciais ce genre de pratique-là. Donc, j'ai monté un modèle de pratique pour moi-même. En 2009, j'étais le premier à faire de la médecine privée dans la région de Québec. Et ce modèle de pratique-là, il m'a plu énormément. Il a plu tellement à ma clientèle qu'à un moment donné, il a fallu qu'on engage d'autres médecins, il a fallu qu'on grossisse. Parti d'une entreprise en 2009 qui avait un employé, une entreprise en 2017, on est une trentaine maintenant. Et donc, c'est ça. Puis l'entrepreneurship, à l'heure actuelle, occupe plus de mon temps que la pratique médicale. Je te dirais que je suis aussi heureux, sinon plus, que dans mes 10 années de pratique de la médecine. Fait que c'est comme une deuxième vie, une deuxième passion pour moi d'être en affaires. Et on parle de bien s'entourer. Je me suis associé avec un groupe de Québec qui est vraiment des gens qui me complètent bien au niveau des compétences, parce qu'on ne peut pas naturellement, comme entrepreneur, être bon dans tout. Là. Non. Et vraiment, depuis que je travaille avec ces gens-là, on a énormément de plaisir. Et je ne regrette pas, vraiment pas. Au départ, c'est sûr qu'il y a beaucoup de... il y a des risques. Hein? Je veux dire, on quitte quand même, moi je quittais un emploi avec un salaire garanti, très bien payé, on s'entend, pour m'en aller dans quelque chose que je ne savais pas si ça allait fonctionner. Écoute, je suis très heureux d'avoir fait le saut maintenant, mais sur le coup, c'est pas toujours si évident qu'on le pense. Manon, l'incertitude, est-ce que des fois ça peut faire en sorte qu'on se dise « Ah, je suis pas sûr ». Bonjour, je suis Manon Allard de Mallard RSVP, des experts en services virtuels. En fait, j'ai une équipe de secrétaires à distance qui est là pour vous offrir des services soit de correction, de révision, de traduction, de mise en page de documents. J'ai aussi une belle équipe de réceptionnistes à distance, bilingues, qui est là pour vous offrir un service une 60aine d'heures par semaine, du lundi au vendredi. En fait, c'est un service personnalisé. Je mets un compteur de temps sur votre ligne. On répond au nom de votre entreprise. Ici, à la fin de la semaine, j'ai travaillé pour vous qu'1 heure, 3 minutes. Je ne vous facture qu'1 heure, 3 minutes. C'est le concept utilisateur-payeur. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.mallardentreprise.com. Oui, c'est sûr que des fois, souvent on se remet en question au quotidien. Je pense que ça fait partie de notre rythme de vie, de se questionner, de se challenger. Je pense que être entrepreneur, c'est pas d'accepter de rester sur place. C'est à chaque jour essayer d'être meilleur, d'essayer d'être plus concurrentiel, de faire dans la créativité, d'aller chercher des nouvelles idées, se démarquer, comment aller chercher, comment grossir la clientèle, comment offrir un meilleur service, comment satisfaire des clients. Fait que je pense que c'est des défis au quotidien. Il faut aimer aussi les défis pour être en affaires. Moi, je dis souvent en affaires, c'est un mode de vie. Si tu veux travailler de 9 à 5, oublie ça, l'entrepreneuriat. Parce que c'est un mode de vie, c'est le jour, c'est le soir, c'est la nuit, c'est la fin de semaine. Moi, j'ai une petite tablette sur ma table de nuit, puis la nuit, quand je me réveille, des fois, quand le cerveau me part, si je veux me donner la chance de me rendormir, je suis aussi bien de prendre des notes. Fait que souvent, j'écris la nuit, souvent, j'écris mes idées pour être capable de me rendormir, mais pas oublier mes idées quand même pour le lendemain. Fait que je pense que c'est un day-to-day. J'ai l'impression des fois que le cerveau nous fonctionne tout le temps. Moi, c'est sûr, je suis informaticienne, fait que je suis très cartésienne. Fait que c'est sûr, puis je suis pas une fille qui est beaucoup dans le spirituel. Je suis très terre à terre dans la pratique. Fait que c'est ça. Fait que je pense que faut être prêt à relever les défis à chaque jour, des petits, des moyens, des grands, des obstacles aussi. Il ne faut pas baisser les bras. On a tendance des fois à se décourager, mais il faut rester haut et fort. Kathleen, coach en santé globale, on se prépare comment mentalement pour être entrepreneur? Bonjour, je m'appelle Kathleen Tremblay. Je suis coach en santé globale, phytothérapeute naturopathe. J'œuvre dans le domaine depuis pratiquement 10 ans maintenant. Donc, ma mission est de vous accompagner, de vous guider à être acteur de votre propre santé. Donc, d'avoir une vie plus équilibrée entre le corps, l'esprit. Je travaille principalement avec les problèmes d'ordre hormonaux, donc les syndromes prémenstruels, les syndromes de préménopause, les syndromes métaboliques également, le
diabète, le cholestérol, mais toutes les douleurs physiques qu'on peut ressentir, que ce soit de l'arthrite, de l'arthrose, la fibromyalgie, les tendinites, les bursites. On facilite la récupération du corps en cas d'entraînement également. Et surtout le système digestif, qui est la pierre angulaire de notre santé, donc de l'estomac jusqu'à l'intestin en passant par le foie. Donc, n'oubliez pas, la prévention est la clé d'une santé. On peut me rejoindre sur mon site Internet à kathleentremblay.ca. J'ai également une page Facebook au nom de Kathleen Tremblay. En fait, j'ai eu un parcours d'entrepreneur différent. À l'âge de 23 ans, j'avais mes stations-service Petro-Canada. Donc, ma première branche a été entrepreneur, mais dans des stations-service. Par contre, mes études avaient été faites en éducation spécialisée, donc dans la relation d'aide. J'ai fait une vingtaine d'années en tout et partout chez Petro-Canada, une dizaine d'années comme vraiment propriétaire de station-service, puis ensuite de ça, superviseur. Mais à l'aube de la trentaine, l'appel des médecines plus alternatives était encore plus présent. J'ai eu une opportunité d'avoir un centre d'esthétique. Puis c'est à cette époque-là, début trentaine, où j'ai commencé avec la diète idéale protéine. Mais pour moi, c'était pas assez, là. Il fallait que j'aille chercher plus parce qu'on se retrouve avec des problèmes de santé avec des gens qui veulent perdre du poids. Donc, c'est là que je suis allée prendre ma formation en phytothérapie. Et depuis 10 ans, je suis en formation continue. Donc, c'est comme ça que j'en suis arrivée à être coach en santé globale. Mais mon côté entrepreneur, il a été développé vraiment avant ça dans la gestion de mes stations-service. On en a eu plusieurs en même temps aussi. Aujourd'hui... Ça, c'est des franchises? Oui, c'est des franchises, exactement. Puis aujourd'hui, j'ai décidé que tout le cassage de tête d'employés, de gestion, tout ça, de mettre ça de côté. Je m'occupe de moi. Puis j'ai toujours voulu être acteur de ma vie. Donc, j'écris mon scénario, je vais où je veux aller. Puis, ben, si on se pète la gueule, on se relève, puis on continue à avancer, parce que je veux pas des parcours d'entrepreneurs, c'est souvent comme ça. Donc, on s'embûche, on se relève. Quand on est entrepreneur, on est autonome, on est indépendant, puis je pense qu'on a beaucoup de tête de cochon aussi. Hein? Donc, c'est des qualités qui nous permettent de continuer à avancer. J'aimerais ça continuer là-dessus. Tu dis quand on est entrepreneur, c'est des hauts, c'est des bas. Et là, on a pris la décision de dire, bon, c'est parfait, je me lance, je m'en vais en affaires. Mais là, c'est pas tout parce que on a soit un conjoint, on a de la famille qui nous entoure. Alors là, déjà qu'on s'est convaincu de faire le grand saut, mais dans votre famille proche, soit vos amis, votre famille ou vos conjoints, comment ça s'est passé? Est-ce que là, on a eu... Hey, super, je t'appuie, on y va avec tout ce que ça implique, ou on a quelqu'un qui a fait « Oh, attends un petit peu, parce que là, il y a les sous, il y a différentes problématiques, il y a des nombres d'heures incalculables. » Comment ça s'est vécu plus au niveau humain de vos proches près de vous? Bien, c'est certain. C'est certain qu'il faut que la famille, les conjoints, la famille proche embarquent avec nous dans le projet. Parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est un mode de vie. Donc, ça ne se passe pas nécessairement du 9 à 5. Donc, la fin de semaine, on peut penser à ça. Ça nous habite. Donc, il faut que nos proches embarquent avec nous là-dedans. On ne décide pas aujourd'hui, je pars en affaires puis c'est parti demain matin. Il y a quand même une structure, une mise en place, une stratégie. Fait que, c'est important d'avoir l'appui, dans le fond, de vos proches pour le faire parce que ça implique des gens. Est-ce que... Toi, il y a eu une implication de tes proches de ton côté? Bien, c'est sûr que je vais chercher de l'information autour de moi, voir comment ils voient les choses. Mais moi, toutes mes amis, tous les gens qui m'entourent, ils me connaissent très bien, ils savent très bien mon leadership qui est en moi. Donc, j'ai été très encouragée, surtout par un de mes frères, moi, qui a sa propre business depuis plusieurs années. Donc, c'est lui qui a fait mon marketing aussi, mon image de marque, parce qu'il a sa boîte graphiste. Donc, ça a été mon meilleur allié, si je peux dire. La personne qui m'insécurise le plus, ma petite... Tu sais, des fois, on entend la voix, là, ben, c'est le côté ma mère. Ma mère qui a toujours peur parce qu'elle est complètement l'opposé de moi. Elle est infirmière, c'est la stabilité, puis qu'elle a toute peur de tout. Puis à un moment donné, je me suis assise avec elle, puis j'ai dit, écoute, on n'est pas pareil, là. T'sais, moi, je suis pas toi, puis ça a pris du temps. Moi, ça m'a pris 40 ans avant
d'apprendre que je suis pas elle, si je suis pas, de me détacher justement, de dire que moi je suis fonceuse, faut que je défonce, là, tu sais. Ça t'a pas été indu, là, tu sais, pour ceux que peut-être qu'il y avait des Oui. entourages qui étaient peut-être moins enthousiastes, là, qui ont fait, soit le conjoint, qui ont fait, attends un petit peu, il y a une réalité dessous. Pour ceux, je sais pas s'il y en a qui ont vécu ça, ou est-ce que le conjoint était peut-être moins excité, est-ce que ça vous a ralenti vos ardeurs, ou vous avez quand même continué et que la personne a fini par embarquer avec vous là-dedans? Pas eu des problèmes, de la négociation. Ben, c'est sûr que j'étais avec ma femme depuis les débuts. Donc, quand j'ai parti ma première entreprise, fait qu'elle a vu, je me suis accompli là-dedans, c'est beau, mais là, à un moment donné, il faut prendre une décision. On continue ou on arrête. Ça, c'est pas évident à faire aussi, de dire, à un moment donné, oui, elle m'a aidé financièrement. À un moment donné, t'as pas de paye. Fait que là, elle pouvait le faire, mais ensemble, on dit, là, mais qu'on atteigne ça, faut prendre une décision. On fait quoi? Fait que là, OK, j'ai arrêté, là, après ça, je suis tombé employé, retombé employé. C'est l'indépendance qu'on a, puis je vais là, à l'heure que je veux, je fais pas de compte à rendre à personne. Mais je suis toujours la firme entrepreneur, fait que ça se sentait tout le temps. Si je travaillais, c'était comme mon entreprise, où ce que j'étais. Mais après ça, qu'on a rembarqué, mais là, les enfants sont plus vieux, sont indépendants. On récupère notre indépendance familiale. Le move est beaucoup plus facile à faire. Là. Il y a beaucoup moins de stress. Mais tu peux pas faire ça dans le dos de ton conjoint, ta conjointe. Là, fait qu'on sent quand même la pression est là. La pression, ben oui, ça. de ne pas décevoir. L'argent est important quand même. Tu n'en as pas le choix pour faire l'épicerie. Il faut payer là. J'aurais le goût de demander à Céline, à deux, c'est mieux en amour? À deux, c'est-tu mieux en affaires? Au départ, là, on devait partir ça à deux. OK. Parce que je me disais, à deux, c'est mieux. Hein, c'était ma fille. J'étais supposée partir ça avec ma fille. Puis, 2 mois avant qu'on parte l'entreprise, elle a changé d'idée. Puis, elle est partie habiter au Mexique. Puis, elle m'a dit avant de partir, t'es capable, pars là tout seul, t'as pas besoin de moi. J'ai fait, OK, je vais te le prouver. Fait que ça a été vraiment ma source de motivation. Puis je me suis dit, elle me l'a dit, ça veut dire qu'elle croit en moi, à moi de lui prouver. Puis c'est ça, je l'ai lancé, puis j'ai travaillé fort. J'ai travaillé fort, mais quand même, tu sais, elle avait ses forces au niveau informatique, tout ça. Moi, c'était vraiment plus le développement des affaires, le marketing, tout ça, la vente, parce que j'étais en représentation, en vente auprès des commerçants à Québec, en publicité pendant des années. Fait que, il a fallu que j'apprenne l'informatique et tout ce qui allait avec. Puis finalement, j'ai prouvé que j'étais capable parce qu'à l'intérieur de la première année, j'en ai parti une deuxième. Et puis, la belle Isabelle avait travaillé avec moi à ce moment-là pendant presque 1 an, quand on a démarré ensemble, Roméo et Juliette, quand on a démarré la deuxième agence. Fait que, à deux, c'est mieux, j'en ai 2. Marité, est-ce que l'opinion de l'entourage est capitale? Bien, dépendamment de ce qu'on recherche comme réponse, il faut aller chercher sa source de motivation. Si les conjoints, en tout cas moi dans mon cas, j'étais monoparentale, l'approbation, il fallait que je m'assure que mes enfants étaient en sécurité. C'est quand même un enjeu pour les femmes, parce qu'être en affaires, prendre sa place, se démarquer, en fait, j'ai le sentiment d'avoir été un chef d'orchestre, mais je voulais m'assurer que mes enfants soient en sécurité. Puis, pour m'assurer de ça, je les amenais avec moi souvent. Là, ce que je pense, c'est qu'il y avait une étape où c'était possible de le faire, mais à un moment donné, c'était moins faisable. Donc, une fois que je me suis sentie mieux quand chacun a acquis une autonomie personnelle, puis pour eux, c'était plus clair dans leur vie aussi, qu'est-ce qu'ils voulaient faire. Disons que j'ai été un modèle, pour eux autres, là, à quelque part, j'étais quasiment un modèle à ne pas suivre, dans le sens que je mettais beaucoup de temps dans mon travail. C'est quand même engageant d'être en affaires. Quand tu as des enfants, là, c'était l'histoire aussi. Elle n'a pas de monoparental, là. Fait que je portais beaucoup. Eux avaient plus de responsabilités par le fait même. Aujourd'hui, ils sont probablement qu'ils sont gagnants dans toute cette histoire-là. Mais c'est pas des jeunes qui ont fait des entrepreneurs. Pour eux, c'était clair. Peut-être plus tard, parce que souvent, on fait
on fait le ménage dans ce qui était bon, puis on est capable de retenir que si on a vécu ça, c'était une difficulté, puis pour eux autres, ben, c'est devenu une force pour eux. Là. Donc là, d'après moi, ils approchent tous les deux de la quarantaine, ça devrait leur rejaillir. Mais Par rapport à ton conjoint, t'avais-tu t'étais monoparental? J'étais monoparental. OK, fait que t'as pas eu de problème, mais peut-être la famille ou personne t'a découragé non plus, a fait non, fais pas ça, surtout que t'es monoparental, non, t'as pas eu ça. Ben, on a dit qu'une grande qualité de l'entrepreneur, c'est d'avoir une tête de cochon. Peu importe, t'allais aller de l'avant aussi. Déterminé, là. Il faut avoir confiance en nous, puis être déterminé. Quand on a le tempérament entrepreneur, souvent, c'est moins dérangé. Marc, c'est peut-être un peu particulier parce que je sais que ta famille était entrepreneur, mais par contre, tu avais un emploi un peu privilégié. Là, on est médecin avec un gros salaire. Alors peut-être que même s'ils étaient entrepreneurs, vu ta situation, peut-être qu'eux autres, ça fait, ben là, est-ce que tu as perdu la tête? On parle pas de... En effet, écoute, moi, dans mon entourage proche, j'ai mes amis qui me connaissent bien, qui savent que quand j'ai une idée dans la tête, je vais aller au bout de mes idées. Mais naturellement, mon père en particulier, qui est, écoute, qu'est-ce que tu fais là? Tu sais, quand tu as un job, tu gagnes bien ta vie, tu es professionnel, tu es dans les 1% les mieux payés de la société, tu t'en vas en affaires, tu vas tout lâcher ça pour t'aller en affaires. Il n'était pas trop chaud à l'idée au départ, honnêtement. Là. Puis moi, ma conjointe, écoute, elle a embarqué avec moi au départ, dans l'entreprise. J'avais une conjointe beaucoup plus jeune que moi à l'époque et qui a embarqué avec moi, mais à un moment donné, j'ai tellement donné. Ça m'a coûté une relation finalement là, de me partir en affaires parce que je lui ai donné tellement de responsabilités, puis la pression en affaires était tellement importante, surtout les premières années. À un moment donné, on était 24 heures sur 24 ensemble à parler des problématiques, puis on était business 100% du temps. À un moment donné, c'est venu à bout du couple. Honnêtement, ça a été très difficile pour nous. Là. On a quand même été capable de travailler quand même 1 an et demi avec moi dans l'entreprise. Là. Mais pour moi, ça a été difficile, honnêtement, d'intégrer la conjointe dans l'entreprise. Mais mon entourage, honnêtement, au départ, se posait beaucoup de questions. Mais il y a quelques-uns de mes bons chums qui ont dit, regarde, Marc, là, ça fait longtemps que tu en parles. C'était une réflexion de 5 ans, moi, de partir, là, vraiment, là, tu sais. Puis, il y en a qui ont dit, regarde, là, ça fait 5 ans que tu en parles, là, fais-le, parce que si tu le fais pas, tu vas le regretter. Tu parles de réflexion, je vais te poser la question. Est-ce que tu as fait une réflexion stratégique au départ en te disant, il faut que, qu'est-ce que je veux faire? C'est quoi le type d'entreprise que je veux? C'est quoi le... Ou est-ce que c'est venu, comme on dit, de façon itérative, là, avec le temps? Moi, c'est venu d'un mode de pratique que je voulais avoir comme médecin qui ne fitait pas du tout avec le mode de pratique de mes confrères dans le réseau public. Donc, moi, j'ai parti un modèle idéal de la pratique j'ai mis ça sur papier. Je dis, bon, moi, c'est quoi la disponibilité que je vais être capable d'offrir à mes clients? Moi, je vais être capable que mes patients me voient à l'intérieur de 24 heures. Bon, je vais être capable d'offrir des demi-heures en consultation à mes patients. Je vais être capable d'avoir du personnel autour pour s'occuper des patients quand ils vont aller dans le réseau public, voir d'autres spécialités. Donc, j'ai monté le modèle idéal de ma pratique. Puis là, j'ai dit combien de patients je vais avoir, que je suis capable d'avoir pour offrir cette disponibilité-là. Puis moi, mon nombre, c'était 500 patients pour une pratique à temps complet. Puis là, j'ai dit, bon, faire rouler ça, ça va coûter combien ou à peu près? Puis, donc, si je veux vivre de ça, il faut que la moyenne de ma clientèle m'apporte environ en moyenne tant par année. Donc, je suis parti d'un modèle de pratique, puis là, j'ai dit, ben, c'est ça, voici le prix qu'il va falloir que ça coûte pour être client chez nous. Plutôt que de dire, comme beaucoup de médecins faisaient, en tout cas que je connaissais, ben, c'est quoi que les gens sont prêts à payer pour voir un médecin? La réponse, c'est 0, dans le fond, parce qu'il y en a partout des médecins là, qui sont gratuits. Tu sais, nous, notre concurrence, là, c'est le réseau public. Le réseau public, il y a 40 milliards de budget, puis c'est gratuit. Donc, il faut vraiment être créatif, il faut vraiment être différent pour amener les gens à dire, ben moi, je vais mettre la main dans ma poche, même si je paie déjà des taxes, des impôts, pour avoir un service qui est déjà gratuit. Gratuit pour qui? Pour tout le monde. Ben, on paye des impôts. Non, je veux dire gratuit dans l'inconscient collectif. Non, c'est ça. Dans l'inconscient collectif, le soin de santé, il est gratuit. Alors qu'on le sait, c'est à peu près 10 000 par revenu ménage par année qu'on paye pour la santé au Québec. C'est énorme. Mais moi, c'est ça. Je suis parti plus d'un modèle, d'une pratique idéale pour moi. Je me suis dit, ben, si ça me plaît moi, ça va plaire aux patients, aux clients, ça va plaire aussi peut-être éventuellement à d'autres médecins. Puis le pari, ben, c'est ça. Le pari, c'est qu'il y a des gens qui ont embarqué dans ce modèle-là et qui se plaisent depuis quelques années maintenant
Ça fait 8 ans aujourd'hui que l'entreprise existe. Donc, je ne sais pas c'était quoi la question de départ, mais... Ça a fait une réflexion. Ouais. Une réflexion stratégique. Moi, j'ai une question, par exemple. Ça fait 8 ans. Dans les 8 ans, est-ce que vous voyez l'évolution par rapport à la clientèle? Oui, définitivement. Ah oui. Parce que le changement est là, on est en plein changement. Puis, tu sais, moi, je regarde, je travaille avec les aînés. C'est sûr que les aînés ne paieront pas. Ils sont pas, ben, il y en a qui ont les moyens, mais ils ont dans la mentalité, eux autres, la gratuité encore. Beaucoup, beaucoup. Comme moi, je suis vraiment dans le mode déjà, moi, je vais payer. Moi, je veux un service, moi, je suis prête à payer. On est déjà prêt pour aller voir un orthopédiste en physiothérapie. On est de cette génération-là. Donc, la double vitesse est embarquée, ça fait déjà beaucoup. Et vous le voyez, là, la différence 2 ans en 8 ans. Ben, écoutez, moi, quand j'ai ouvert en 2009 la clinique au Lac-Beauport, il n'y en avait pas de clinique privée à Québec. Là. Donc, quand j'ai ouvert, c'était un drame là, à Québec. C'était dramatique. Les gens passaient en avant de la clinique, n'osaient même pas regarder dans la vitre. C'était diabolique ce qu'on faisait, nous autres. C'est épouvantable. Donc, on touche vraiment une vache sacrée. Au Québec, la santé, c'est une vache sacrée. Il ne faut pas toucher à ça. Pourtant, il y en a du privé partout. Vous allez chez votre dentiste, en général, vous allez payer. Vous allez avoir un physiothérapeute. Bon nombre de physiothérapeutes ont des pratiques privées. Les psychologues, les orthésistes, les chiros. Beaucoup de domaines maintenant connexes à la santé, à la médecine, sont privés. Donc, mais par contre, la médecine en tant que telle, ça n'avait pas été touché jusqu'en 2009. Exact. Puis, écoute, moi, depuis que j'ai ouvert en 2009, les gens ont changé beaucoup le comportement. Au départ, c'était pourquoi j'irai au privé. C'était pourquoi je vais faire le choix d'aller au privé versus aller au public. Maintenant, c'est plus ça. C'est plus je vais-tu aller au privé, je vais au privé, c'est où je vais aller au privé. Donc, les gens aussi, les niveaux d'attente ont beaucoup augmenté. Au départ, les gens, ils comprenaient que le Doc Lacroix était tout seul à Lac-Beauport, puis il y avait une secrétaire. Il était indulgent, à un moment donné, les gens nous encourageaient, mais après ça, les années ont passé, puis les niveaux d'attente se sont accentués. Donc, on a du service maintenant 24/7, on répond au téléphone la nuit, on est maintenant rendu avec 5 succursales, on a une équipe d'une dizaine de docteurs, on a des spécialistes. Donc, l'attente a beaucoup, c'est beaucoup accentué, je dirais, le niveau des attentes de la clientèle a beaucoup augmenté. Mais par contre, le drame qui était en 2009, le fait d'ouvrir une première clinique privée à Québec, on n'en entend plus parler, on le sent plus. Puis les gens sont rendus là, je pense. Les gens, quand on regarde les sondages d'opinion, c'est environ 3/4 de la population, Michel, qui sont de plus en plus ouverts à l'idée d'avoir au moins une alternative privée. Ça ne veut pas dire que si tu consultes un médecin au privé, que tu n'as pas ton médecin dans le public. Au contraire, chez nous, à peu près 60% de nos clients qui ont déjà un médecin de famille dans le réseau public, mais qui ont de la difficulté à le rencontrer. Donc, ils vont avoir leur médecin dans le réseau public, mais quand ils ont besoin de voir quelqu'un rapidement pour des problématiques urgentes ou pour régler un problème, une question quelconque, ben, ils vont aussi faire affaire avec nous. Donc, Marc, je vais me permettre juste de t'interrompre, c'est super intéressant, mais c'est parce que je veux revenir sur notre sujet parce que... mais c'est correct. Oui, bien c'est ça. Moi, je connais, je suis là-dedans. Ben oui, c'est ça, c'est correct. Puis tu as posé une question, c'est correct, mais c'est parce que je veux faire un bout sur ce que tu as dit par contre, parce que c'était dans mes prochaines questions. Tu dis que tu t'es séparé. Oui. Là, et justement, l'autre question, c'était quelle sorte de compromis, qu'est-ce que ça vous a coûté de partir en affaires? Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont vécu la réalité que le couple n'a pas survécu, parce qu'on le sait, le nombre d'heures est incalculable les premières années, plus les difficultés financières, on sait tous qu'on n'est pas riche les premières années. Est-ce que quelqu'un d'autre a vécu ça ici, ou est-ce que le couple a... Suzanne, votre conjoint est en affaires aussi. Hein? Oui, puis nous, ben, ça fait 38 ans qu'on est ensemble. Ah, OK. Quand je suis partie en affaires, quand j'ai décidé de me partir en affaires, il m'a beaucoup encouragée. La première entreprise, qui est une entreprise de distribution qui existe encore, en fait, a fourni, moi j'ai été le fournisseur de travail à mes propres enfants. J'ai été l'employeur de mes propres enfants, fait que ça a été absolument génial. Puis 2 ans après avoir parti de cette entreprise-là, mon conjoint a laissé son emploi à temps plein pour s'en venir travailler avec moi. Puis on travaille ensemble depuis ce temps-là. Okay. Et pour moi, ça a été un rêve qui s'est réalisé. Vous, ça a eu l'effet inverse, là. Ça vous a rapproché, puis tout le monde était sur la même longueur d'onde. Oui, okay. oui, exactement. Ah, puis on travaille encore ensemble. Le livre, on l'a écrit ensemble. Lui, il a fait beaucoup de recherches. Moi, j'ai fait l'écriture. Puis
On a encore des projets qu'on veut mettre en place ensemble. Ben, super, c'est intéressant. C'est pas toujours juste des expériences négatives. Céline, excuse-moi, madame. Ben, chez nous, de notre côté, moi, en fait, mon conjoint, il a toujours travaillé stable en entreprise, une grosse entreprise multinationale. Puis, en plus, lui, il était coprésident syndical. Puis moi, entrepreneur, ça faisait des bonnes discussions autour de la table parce que là, je me disais, voyons, tu peux pas agir de même, tu peux pas faire ça. On se challengeait énormément. Puis là, 3 ans, il y a eu une offre, lui, pour prendre sa retraite. Puis un jeune retraité, puis il m'avait quand même toujours épaulé dans l'entreprise. Puis moi, je disais, écoute, si tu as envie de te partir en affaires, faire ce que tu aimes, parce que lui, il est spécialisé en santé et sécurité au travail. J'ai dit, écoute, je vais être là pour te donner un coup de main. Fait que quand il y a eu son offre de départ, il y a 3 ans, il a dit, je pense que je me lance. Fait qu'aujourd'hui, il est en affaires, lui aussi, il a parti son entreprise. Puis il est sur une lancée extraordinaire. Fait que c'est sûr que lui, il se dit, ben tabarouette, j'ai eu quand même un bon coach parce que tous les modèles de tout le réseau de contacts, toute la philosophie, c'est sûr que là, lui, c'est allé beaucoup plus vite que moi quand j'ai parti l'entreprise. Il n'y a pas trop de compromis. Puis là, aujourd'hui, c'est drôle, c'est cute, parce qu'il pense comme un entrepreneur. Puis son employeur d'avant est rendu son client aujourd'hui. Puis là, des fois, il jase avec les gars, le personnel. Puis là, des fois, les discussions qu'il y a, des fois, il me raconte ça. Puis là, je dis, ouais, mais là, j'ai dit, t'es plus ce côté-là de la clôture, là. Là, il y a ton employeur avant, là, c'est lui qui te paye, là. T'ajustes un petit peu ton discours, là, chérie, parce que là, t'es plus du même côté de la clôture. Fait que là, c'est cute parce que il pense plus comme un entrepreneur, puis les réflexions qu'il fait. Fait que, au lieu que nous, ça bloque dans le sens moi, c'est lui à la place qui a fini, qui a fait le transfert. Aujourd'hui, il est super content de ça parce qu'il dit qu'il a fait un bon mot, là, parce que l'entreprise va super bien. Fait que là, maintenant, c'est ça. Là, on est les deux en affaires aussi. Ben, intéressant justement de voir l'évolution des couples, comment ça se passe, où ça se sépare, où ils se rejoignent, ça avance. Céline, je sais que tu n'étais pas un couple à l'époque, mais est-ce que ça t'a... Mais quand même, j'ajuste la question. Moi, j'en ai pas perdu un. J'en cherchais un. Mais est-ce que ça t'a empêché d'en avoir un les heures de travail? Oui. Est-ce que tu penses que ça t'a empêché par contre? Oui. C'est un compromis aussi à faire si on est célibataire, on prend en affaire les heures. Je le sais, je le suis aussi. Le nombre d'heures fait que c'est pas tout le monde qui veut rentrer là-dedans, c'est pas facile. Donc peut-être que ça t'a empêché de... Oui, ça m'a empêché parce que à l'intérieur d'un an, j'ai parti 3 entreprises, 2 agences de rencontre et une agence de publicité. J'avais pris le goût. J'avais pris le goût des défis finalement. Et puis, mais il faut que tu s'en occupes. Oui. C'est ça. Fait que c'est les soirs. C'est un compromis, c'est les prêt à faire. Oui, c'est ça. Les 3 premières années, là, j'en ai fait du réseautage. Hein? Manon, on se voyait souvent. Oui, beaucoup. Ouais, on fait tout ça quand on se part en affaires. Il faut se faire voir, hein, c'est sûr. Il faut parler des autres, tout ça. Fait que c'est certain que ça occupe beaucoup. Puis, oui, puis c'est des compromis des fois pour les conjoints parce qu'on parle en affaires, beaucoup de réseautage quand on démarre, beaucoup de soirées, donc les soirées parties à l'extérieur sans conjoint. Les enfants aussi. Les enfants aussi. Les devoirs, on n'est pas là, il faut aller faire des 5 à 7 réseautés, donc il y a toutes sortes de compromis. Oui, ça occupe. Moi, j'étais comme Marité, là. J'étais monoparentale. Ma première entreprise en 96, j'ai parti un salon de bronzage avec un salon d'esthétique que j'ai eu pendant 5 ans. J'étais monoparentale, je travaillais en informatique de jour, j'avais toute une équipe qui travaillait au salon. Puis une semaine sur 2, mon garçon venait avec moi travailler au salon de bronzage les soirs et les fins de semaine. Il en a fait des chiffres avec moi, puis il en a lavé des serviettes, puis plié des serviettes. Puis, fait qu'aujourd'hui, il comprend c'est quoi être en affaires, mais il a grandi, lui, ici, là-dedans, dans ce modèle-là. Nos enfants ont payé aussi la facture là, de nous suivre et qu'on soit absent. Une réalité. C'est pas juste les conjoints, c'est. Toi, t'appellerais ça payer? Je sais pas si j'emploierais vraiment. Je trouve le mot fort un petit peu. Ils ont appris là-dedans. Ben, moi, j'essaie de garder toujours un petit équilibre quand même. Je m'impliquais dans leur sport. Donc, j'étais entraîneur. Tu es entrepreneur, mais tu coaches. Tu es toujours en train de coacher. Moi, j'ai toujours. C'est pas dissocié. Fait que je coachais l'équipe de soccer de ma fille, mon gars, des fois. Lundi, mardi, mercredi, c'était ma fille. Mardi, jeudi, c'était mon gars. Mais ça, c'était à moi. Il fallait que je l'aide pour mes enfants. Je partais de bonne heure le matin, puis à fin de semaine, mais le soccer. Tu as gardé un équilibre. C'est là, je l'ai gardé dans le sport, avec les enfants. Mais là, la fibre entrepreneuriale, c'est mes enfants qui l'ont, c'est pour ma femme. Ça, c'est bon, c'est bon. Kathleen, les préoccupations quotidiennes, des fois, quand on est... Vous êtes seule dans l'entreprise? Oui, je suis seule dans l'entreprise. J'ai mon bureau à la maison.
Les décisions, ils se prennent comment? Est-ce qu'on consulte? Est-ce qu'on réfléchit? Oui, ça prend des coachs. Au niveau de ma pratique, de mon domaine, j'ai mon mentor, j'ai ma personne de référence. Puis au niveau de me développer moi-même en tant qu'entrepreneur, bien, là, dans la situation où est-ce que je suis là, c'est plus... c'est différent de ce que c'était avant. Mais oui, ça prend des coachs, ça prend des mentors, ça prend des gens auxquels demander des conseils, puis peu importe l'âge, puis peu importe le domaine. Des fois, là, c'est quelqu'un complètement anodin comme ça dans une discussion qui va dire « Ah, c'est ça, c'est là qu'il faut que je me dirige. » Fait que c'est de s'enrichir au contact des autres, d'être ouvert à ce que les autres disent, puis de ne pas se mettre des œillères. Vraiment, d'avoir toujours les œillères qui sont ouvertes, puis à l'affût, à voir de comment on pourrait transformer les choses de façon meilleure. Fait que dans mon petit confort que je suis présentement, ben, c'est des choses qui vont arriver comme ça, à l'impromptu, en disant « Ah oui, ok, ta directrice, il faut finir encore plus comme ça, puis oriente-toi de cette façon-là. » Parce que prendre une décision, je veux dire, des fois, on est devant l'inconnu, seul devant l'univers, puis là, on se dit, voyons donc, comment je vais faire? Ma fille, elle me répondra, on le fait à l'aveugle dans ce temps-là. Avant de faire un manège, elle me disait, ben, pense-y pas, mets-toi dans le déni. Bien, à un moment donné, c'est un peu ça qu'il faut faire aussi. On calcule les risques, on regarde, puis à un moment donné, il faut arrêter d'avoir la peur qui fait peur. Parce qu'on bloque, on fige. Fait qu'on se lance dans le vide, puis on se dit advienne que pourra. On essaie. Oui, puis même si la peur est là, de passer à l'action, ça la diminue tranquillement. À partir du moment où tu es dans l'action, c'est vrai, on l'oublie, ça s'en va. Mais ceux qui ont juste... filet de sécurité. Oui, ceux qui ont juste une option... C'est important le filet de sécurité? Oui, c'est important. C'est important d'avoir d'autres options. OK, d'un cas que ça ne marche pas, qu'est-ce que je vais faire? Ceux qui vont avoir juste une option, c'est ça passe ou ça casse. Bien, si ça casse, des fois, tu peux avoir de la misère à continuer à avancer. Ben, regarde, c'est pas grave, j'ai mon plan B puis j'ai mon plan C, puis il y a des choses qui se font fines en cours de route, puis finalement, ben, ça fonctionne. Je ferais du pouce, moi, là-dessus, par exemple. Oui. Parce que moi, j'ai toujours eu mon filet de sauvetage en informatique parce que j'étais informaticienne de formation, puis j'ai travaillé 30 ans en informatique, puis j'ai toujours très bien gagné ma vie en informatique. Puis quand je dis aux gens, là, j'ai mon filet de sauvetage, moi, si ça ne marche pas, je vais revenir en informatique. Bien, je me fais souvent dire, ouais, mais c'est peut-être pour ça que tu ne te garoches pas à 200 %. Parce que tu as toujours dans ta tête le filet de sauvetage. Fait que psychologiquement, tu t'empêches de te garocher à 200 % parce que tu as toujours un petit écart dans ta tête qui dit « Ah, ben si ça ne marche pas, je pourrais revenir en informatique anyway. » Je vais aller peut-être pas ça de cette façon-là. Moi, c'est l'inverse. 200 Moi, je suis d'accord avec toi. Moi, je suis de la même école, je suis d'accord avec toi, mais non. D'avoir un filet de sauvetage? Non, de ne pas en avoir. Ça t'oblige à te lancer à 200 % parce que tu ne peux pas revenir en arrière. Donc, mon fils, on était dans la cuisine un matin, puis il dit « Oui, maman, d'un coup que ça ne marche pas. » Non, ça va marcher. Il faut que ça marche. J'ai dit, ça va marcher, inquiète-toi pas. Mais il est où ton plan B? Parce que moi, je leur ai souvent parlé de plan B pareil. J'ai dit, j'en ai pas de plan B. J'ai dit, le plan A, il marche. Puis, ça fonctionne. Il y a deux philosophies, clairement. Ben, moi, c'est sûr qu'en étant médecin, demain matin, l'entreprise ne fonctionne plus. Je retombe à un bon salaire, je ne manque pas de travail jusqu'à ma retraite. Donc, tant qu'à faire, on va donner la claque. Moi, c'est un peu comme ça que je me suis... On va donner le grand coup, puis on va essayer vraiment d'imposer notre marque, puis vraiment de faire le maximum de ce qu'on peut faire. Mais moi, quand j'ai parti, on parlait du risque financier au départ, là. Moi, pour me faire connaître, là, au départ, quand j'ai ouvert ma première clinique au Lac-Beauport, je ne sais pas si les gens le savent, mais j'ai pas chargé à ma clientèle pendant près de 6 mois. Donc, je donnais du service gratuit. Des fois, c'était une demi-heure, des fois, c'était 1 heure avec le client. Puis les gens, écoute, il n'y avait pas de revenus qui venaient avec. Les gens disaient, ça n'a pas de bon sens, de faire pour vivre. Là, tu sais. Non, mais c'était une publicité que tu te payais. Mais avant d'acheter de la pub, tu la donnais directement à tes clients. En plein ça, puis je m'étais fait une caisse de cartes d'affaires, puis je donnais des 1 pouce d'épais de cartes d'affaires aux clients. Je disais, ça, c'est ma paye, donnez-la à vos amis, à votre famille, parlez de moi. Écoute, je restais à l'époque dans le sous-sol de chez mon père, dans mon ancienne chambre quand j'étais étudiant au cégep, pour être sûr de ne pas avoir vraiment les dépenses au minimum. Puis là, à un moment donné, je disais à ma clientèle, si vous voulez une place dans ma clinique, vous me laissez 100 $. Je vous le remets n'importe quand si vous changez d'avis, mais je vous garantis une place. Il va y avoir 500 places. Puis moi, à partir d'un certain nombre, je vais vous rappeler pour dire que maintenant, on fait de la prise en charge, puis on décolle la machine. Puis écoute, au bout de 6 mois, mon père dit là,
Si t'en penses, là, ça va-tu marcher? Ça marchera-tu pas? Faudrait facturer à un moment donné. J'ai un bon feeling. J'ai un bon feeling que ça va marcher. Ouais, là, tu sais, dire, en ne donner rien puis payer un abonnement de 1000 $ par année, peut-être que tu n'auras pas tant que ça, tu sais. Puis finalement, plus de la moitié des gens qui m'avaient laissé des acomptes ont embarqué dans l'aventure. Puis là, un mois plus tard, j'étais propulsé, puis là, j'avais ce qu'il fallait pour mettre de la publicité, engager du personnel, ouvrir une autre clinique. Mais moi, tout ce qui est rentré, je le remettais. Tu sais, je me payais un peu, on se comprend, mais tout ce qui rentrait comme profitabilité d'entreprise était réinvesti la minute que c'était rentré. Donc, c'était vraiment la pédale au fond. Puis j'ai dit, gars, j'en ai pour peut-être 2-3 ans, être pas mal tranquille, mais à un moment donné, les concurrents vont se réveiller. J'ai le temps, la longueur d'avance que j'aurai, je l'aurai. Oui, oui. Parce que dans le fond, tu parles de paye. On peut parler aussi de vacances, hein? Oui, ça, c'est un autre. Les vacances, des fois, Ouais, à un moment donné, tu vas chercher. On dit ça comment, les vacances? Est-ce que vous ça coûte cher, les vacances, de travailler autonome, hein? D'abord, est-ce que vous en prenez, d'une part, parce que c'est une réalité des entrepreneurs, il faut le dire, souvent c'est un sujet qui n'est pas parlé, mais la réalité, quand on démarre, il y a des années qu'il n'y a pas de vacances. Donc, il ne faut pas penser que c'est toujours beau, il y a vraiment cette réalité-là. Combien d'années on passe sans vacances avant d'en prendre? N'en prenez-vous encore automatiquement aujourd'hui, même si vous êtes rendu un petit peu plus loin? Est-ce que c'est automatiquement cédulé ou vous n'en prenez pas par surcharge de travail? Donc, c'est un petit peu, on voulait parler de vacances en général, mais c'est quoi, comment vous le vivez, de quelle façon pour vous ça se place et combien d'années ça a pris avant d'en prendre? Ça dépend du domaine qu'on est, je crois. Ça influence beaucoup le type de vacances qu'on peut prendre. Puis maintenant, avec les cellulaires qu'on a, c'est un ordinateur, c'est le bureau. Moi, mon bureau. Mon gars, tu travailles pas, toi? T'es jamais au bureau. Non, non. Il est ici, mon bureau. Je l'ai dans mon cellulaire. Moi, je suis pas sur le terrain. Je suis sur le terrain, mais je règle mes problèmes. On éteint des feux. On est pompiers. Fait que c'est ça, parce que c'est quand même 20 employés au bureau. Fait que j'éteins des feux, tu sais, c'est pas des gros feux tout, mais c'est ça, là c'est les ressources humaines, c'est tout, mais vacances, oui j'en prends, mais le téléphone est ouvert, j'ai mon portable, je suis rejoignable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais ça arrive pas souvent, mais quand ça arrive, je suis là. Psychologiquement, on est toujours attaché quand même si on décrocher à 100%, non, c'est en tout cas. Oui, les premières années, ça a été très difficile parce que je faisais la pratique. Donc, c'était moi le seul médecin de la région de Québec au privé, puis j'avais des gens qui avaient payé pour avoir mes services, 1000, 1500 $ pour une année. Puis là, je dis, un peu, là, je m'en vais 2 semaines en vacances. Les 2 premières années ont été très dures. Par contre, après, quand j'ai eu d'autres médecins, là, j'ai pu me libérer un peu, mais c'est sûr que quand on gère la business, puis qu'en plus on fait de la pratique à temps complet, j'en connais beaucoup des médecins qui sont au privé, puis qui ont cette réalité-là, c'est très difficile. Mais aujourd'hui, j'essaie d'en prendre, mais écoute, cette année, je suis parti 2 semaines, là, à date, là. Quand même, c'est pas énorme là, quand même après plusieurs années. Fait que c'est pas non seulement parce que lorsqu'on a réussi financièrement qu'on en prend plus, c'est l'obligation, la charge. Et des fois, on devient un peu workaholic quand c'est notre propre bébé. Là, et on a de la misère à partir. On dit, il me semble que ça ne marchera pas si je ne suis pas là non plus. Hein, puis même quand on n'est pas là. Tu es passionné du travail. C'est ça. Mais quand tu es passionné du travail, tu n'as pas besoin de prendre de vacances. Je veux dire, tu te trouves bien quand tu travailles. Fait que, prendre des vacances pour te reposer, oui, mais je veux dire, quand tu le ressens pas, c'est nécessairement... nécessairement... Qu'est-ce qu'on va faire en vacances? C'est ça. T'as hâte de revenir, parce que ça va être ça de pire? Oui, en plus, quand tu pars en vacances, tu es préoccupé parce que tu sais que ça s'accumule. On n'a pas l'esprit. C'est ça. C'est dur de déconnecter. C'est dur. Ça prend quand même une bonne équipe autour de toi aussi pour prendre cette relève-là. Le contrat qui s'en vient t'excite plus comme entrepreneur que les vacances de vacances. C'est ça. On devient un peu accro. Oui. C'est ça. C'est pas facile. C'est pas facile. Pas facile, pas juste à cause de la finance. C'est pas facile parce que c'est notre minding aussi. C'est ça qui m'intéressait de savoir. C'est-tu juste la finance au départ qui rend ça difficile pendant les vacances ou même après, c'est tout ça aussi qui fait qu'on n'en prend pas tant que ça finalement des vacances. Et là, surtout avec la technologie, comme tu dis, on part puis on est branché tout le temps. Fait que finalement, on n'en prend plus du tout. Toi, Suzanne? C'est pas des vacances à 100% quand Non, on part justement puis qu'il y a des entreprises. Là. Et puis nous, ça a été long avant qu'on puisse partir en vacances. En fait, ça a été quand les plus vieux ont été capables de prendre un petit peu la relève pour que nous, on puisse partir en vacances. Donc, des vacances familiales, non, mais on avait l'environnement à la maison pour que ce soit quand même plaisant.
Puis comme on travaillait toujours tout le monde ensemble, la famille, ça a été quand les plus vieux. Donc ça a pris peut-être une dizaine d'années avant qu'on puisse partir tous les deux en vacances. OK. Mais aujourd'hui, c'est plus facile parce que là, les enfants sont partis. Puis, les autres sont tous établis. Fait qu'on est juste nous deux. Puis c'est beaucoup plus facile quand on part. Quand nos valises, on s'en va. On aime ce qu'on fait, donc on reste quand même pas tellement loin. C'est ça, hein? Toi, Vérité? C'est important de prendre des vacances? Moi, j'ai décidé que j'allais pas... j'allais vivre au bout de mes rêves. Moi, je m'étais dit, j'ai l'impression qu'on a tout un moment de découragement. Puis moi, j'ai réalisé que j'ai déjà été sur le bord de me suicider. Je n'avais trop. Fait que je lui ai dit, si je veux vivre, il faut que je me trouve des petits bonheurs. Fait que finalement, moi, j'ai découvert davantage tout ce que j'aimais. Fait que ce que j'ai pris comme engagement avec moi-même, c'est de dire, OK, si j'aime ça voyager, même si je fais juste un voyage, je vais le faire. T'sais. Je vais le mettre dans mon agenda. J'aime ça m'entraîner, bien, je vais le mettre dans mon agenda. C'était difficile, mais pour faire ça, je savais que j'avais un exercice, une réflexion. Je regardais les cycles de ma clientèle, puis je plaçais mes petites vacances là. Je savais que ces 2 semaines-là, ça allait être plus tranquille, puis ces 2-là, il y avait des chances que je puisse partir. Encore une fois, je mets 100%, mais au moins, on peut lâcher un petit peu l'organisation, un petit peu s'éloigner, puis ça me fait du bien. Tu sais, des fois, on dit, on aime, en tout cas, moi, je dis, j'adore ce que je fais, j'ai pas l'impression de travailler, mais de l'autre côté, c'est que trop collé sur la business, tu ne vois pas que tu en as besoin des vacances. Tu sais, tu vas le voir juste après 2 jours que tu as coupé un peu. Ou quand on vient trop épuisé, que notre corps nous parle, c'est là qu'on le sent. Sinon, on est sur l'adrénaline un peu tout le temps. Je suis allée à une conférence, on est de la femme de Danielle Vézina, des restaurants, et elle disait dans sa conférence, elle dit, moi, la première chose que je fais le 1er janvier, j'ouvre l'agenda, je barre mes vacances, j'en mets plusieurs. Elle dit, c'est non négociable, ça ne se déplace jamais. Et là, je suis partie de là. Moi, je m'étais dit, waouh, c'est extraordinaire, je vais faire ça. As-tu réussi? Non, j'ai jamais fait. Oui, c'est ça. D'abord, je ne l'ai jamais fait, mais seriez-vous assez brave de le faire, vous, d'arriver dans votre agenda, de barrer les semaines d'avance et de dire, ça ne se bouge pas et je pars? C'est une discipline extraordinaire. C'est important. C'est important. À un moment donné, pour l'équilibre, là, puis comme tu disais tantôt, quand on a le nez collé, bien, à un moment donné, on n'émerge plus de nouvelles idées non plus, puis on devient moins productif, c'est hyper important. 32 semaines collées, effectivement, ça peut être plus difficile, mais au moins, se donner une semaine trimestriellement ou 2 fois par année. Des fins de semaine de 3-4 jours? Aussi. Mais il y a aussi, je pense, l'environnement dans lequel on vit versus l'environnement où on est au travail. Moi, j'étais un gars, j'aime la terre, j'aime la campagne, j'étais un gars de chasse, de pêche. Donc, j'ai une petite résidence à la campagne depuis quelques années maintenant. Quand j'arrive chez moi, c'est les poules, c'est les canards, c'est une vie carrément différente. Je suis un autre monde. Je suis vraiment dans un autre environnement. Les gens me verraient chez moi, ils me reconnaîtraient pas. Je coupe mon bois, la scie mécanique, j'ai 2 tracteurs, je déneige moi-même mon entrée. Tu sais, c'est un autre mode de vie que quand j'arrive chez moi, je me mets dans un mode complètement différent de pensée. Ce qui fait que je suis un peu en vacances, même si je suis sur semaine. T'sais. J'arrive chez moi, comme tantôt ce soir, j'ai quelques amis qui viennent, on se fait des soirées de ping-pong. On change complètement de monde. C'est une autre façon que de la vacance traditionnelle, de décrocher comme entrepreneur aussi. C'est de le ramener à notre quotidien aussi. Oui, c'est ça. C'est d'apprendre à le vivre, de décrocher au quotidien plutôt que d'attendre nos vacances constamment. D'aller chercher plus fréquemment du décrochage. Bien, c'est ça, c'est intéressant parce que il y a le nombre d'heures qu'on travaille aussi, qu'on voulait aborder. C'est énorme le nombre d'heures comme entrepreneur. Donc, il n'y a pas juste les vacances, parce que même si on fait trimestriellement, quand on fait des semaines de 60, 70, 80 heures, même aux 3 mois, c'est comme trop loin pour la fatigue. Donc, est-ce que vous en êtes encore à faire ce nombre d'heures-là? Est-ce qu'on garde ça toujours, de travailler ce nombre ou vous avez trouvé un équilibre, ou vous trouvez une façon de... Ou c'était juste au démarrage et maintenant c'est mieux, ou c'est encore comme ça? Oui, mais encore là, le domaine, moi, je suis dans le domaine de la construction. Moi, le bureau, l'été, il est fermé 2 semaines.
Ça, les employés, là. Puis là, on a beaucoup de pression pour l'ouvrir parce que c'est effrayant, là. Pour être fermé, ça n'a pas de sens, hein? Mais moi, les employés y tiennent, puis on s'habitue, nous autres ici, et on est vraiment fermé. C'est sûr que moi, je reçois toutes les plaintes, là. Mais on est fermé. Puis à Noël, c'est la même chose. On finit le 22 décembre, on commence le 8 janvier. OK. Ah, c'est bon. Qualité de vie au travail. Pour les employés, là, c'est l'enfer, ça. Ça vaut de l'argent, là, tu sais. Oui, ils en ont à leurs frais, mais pas grave. On ne rentre pas. Ça, c'est une qualité de vie. Ça, on décroche pour ça les vacances. Mais moi, je décroche l'équilibre. Je le fais beaucoup avec la philanthropie. Mes heures, j'ai des heures que je suis bénévole. C'est bon. Puis, on est sur le terrain tout, puis on n'est pas là pour faire de la business, là, mais on se fait voir, puis on le fait avec cœur. C'est des enfants qui vont aller, c'est tout ça je m'occupe. Mais on rayonne, on réseau, puis Manon est avec moi dans les soupers qu'on organise, tout ça, puis à Québec, c'est tout le même monde aussi. Là, il y a à peu près, on voit une activité, puis on voit 50% du même monde, tout le monde se voit. Là, c'est ça, mais c'est ça, cet équilibre-là, je vais le retrouver là-dedans. J'organise des choses, des projets, des levées de fonds. Ben, c'est une business en soi, la philanthropie, mais ça, je le retrouve là-dedans, l'équilibre. Des hobbies, ça peut être une façon de couper le nombre ben oui, qu'on fait. Je décroche du bureau quand je suis là-dessus. Je suis focusé sur... j'ai habillé 150 enfants pour pas passer au bureau, moi, là. J'étais là, ce samedi matin-là. Puis d'organiser tout ça, j'étais là à 100%. Fait que je pensais... Là, j'ai décroché d'aplomb. Pour ça, tu reviens, mais moi, ça m'aide là-dedans. OK. C'est un bon truc aussi d'avoir d'autres types d'activités ou des hobbies. De se valoriser différemment. C'est l'équilibre. Comme moi, j'anime beaucoup d'événements professionnels. Cette année, je vais en avoir animé une 50aine. J'ai animé mon plus gros, là, il y a 2 semaines, au niveau du gala La Criée, Pomerleau, c'est à la base militaire, qu'on animait devant 750 personnes, une levée de fonds. On a ramassé 625 000 en une soirée. C'est bien sous quand même. La communauté d'affaires était là. Et puis, ben c'est ça, c'est d'autres façons pour moi de me valoriser que dans mon quotidien par le boulot puis tout ça, parce que là, je suis avec les gens, c'est la relation, je pense qu'il faut trouver d'autres façons de s'amuser tout en restant présent, là, pas loin du travail. Moi, je n'ai trouvé une parce que moi, ça me prend de l'adrénaline dans le tapis. Puis j'aime ça, la course automobile. Ben, comme mon conjoint, lui aussi, aimait ça, on a commencé à faire de la course il y a une dizaine d'années. Presque. Puis là, quand il y a des fins de semaine, on se promène. Tu fais des circuits, tu changes de circuit. On change, ben ouais, c'est ça. Mais là, je dirais que c'est de l'adrénaline dans le piton, mais une autre sorte d'adrénaline. Tu sais, ça fait du bien, tu sais, ça décrasse le cerveau. C'est extraordinaire. En tout cas, pour moi, ça a été quasiment un médicament. Là. Mais je dirais une façon de ventiler tout ça. Là. Toujours, on est tout le temps en relation avec les gens. Fait que dans le fond, on ne s'isole pas d'être avec d'autres personnes, c'est le contraire. Il faut juste changer de gang. On change de gang. Changer de gang. Puis l'happening est le fun aussi. Bien, merci tout le monde. Dans le prochain segment, on va aborder les défis à moyen et à long terme. Merci.